Le mystère des catacombes de Paris. Les murmures des ombres. Le crépuscule tombait sur Paris comme un voile de velours sombre, descendant lentement sur la ville millénaire, enveloppant ses rues étroites et ses bâtiments historiques dans une pénombre mystérieuse. Les façades haussmanniennes du Marais semblaient murmurer des secrets centenaires, leurs pierres usées par le temps et les histoires oubliées. Dans un petit appartement au dernier étage d'un immeuble du XVIIe siècle, Claire Lambert était plongée dans son univers de recherche. La pièce ressemblait plus à un sanctuaire académique qu'à un espace de vie ordinaire. Des étagères couvraient chaque mur, débordant de livres anciens, de dossiers jaunis et de cartes historiques soigneusement encadrées. Une odeur de papier ancien et de cuir usé flottait dans l'air, mélangée au parfum subtil du théol grec qui refroidissait dans une tasse à moitié pleine. Claire, une femme de 35 ans aux cheveux châtains foncés légèrement ondulés, portait des lunettes vintage aux montures d'écailles qui lui donnaient un air à la fois intellectuel et mystérieux. Son regard intense, d'un marron profond presque noir, parcourait inlassablement les documents étalés devant elle. Des dizaines de photographies, de croquis et de rapports administratifs étaient soigneusement disposés sur son immense bureau en chêne, créant un puzzle complexe qu'elle tentait désespérément de résoudre. Depuis des mois, elle travaillait sur un projet qui dépassait largement le cadre d'une simple recherche historique. Les catacombes de Paris la fascinaient, non pas seulement comme un lieu de mémoire, mais comme un mystère vivant, un labyrinthe souterrain qui semblait receler des secrets encore jamais révélés. Ce soir-là, quelque chose était différent. Claire le sentait dans chaque fibre de son être. Les documents qu'elle avait récemment obtenus des archives municipales semblaient raconter une histoire bien plus complexe que les simples récits de transfert d'ossements au XVIIIe siècle. Elle attrapa son carnet de notes, ses doigts fins et agiles annotant rapidement ses observations. Chaque détail comptait, chaque ligne pouvait être la clé qui déverrouillerait ce mystère. Le téléphone portable vibra, brisant le silence religieux de son bureau. L'écran affichait le nom d'Émilie Rousseau, une jeune journaliste d'investigation qui était devenue bien plus qu'une simple connaissance professionnelle au fil des années. « Allô, Claire ?» La voix d'Émilie sonnait à la fois excitée et légèrement nerveuse. « Je t'écoute, Émilie. Que as-tu trouvé ? Tu ne vas pas me croire. J'ai passé la journée dans les archives du journal Le Parisien, et je suis tombé sur quelque chose d'absolument incroyable. » Claire sentit son cœur s'accélérer. Émilie n'était pas du genre à dramatiser sans raison. « Raconte-moi tout, » dit-elle, refermant délicatement le dossier ouvert devant elle. La jeune journaliste commença alors à décrire une série de disparitions inexpliquées dans les catacombes, remontant à plusieurs décennies. Des cas qui avaient été rapidement classés, oubliés, mais qui présentaient des similitudes troublantes. « J'ai compté plus de 50 disparitions non résolues depuis 1860, expliqua Émilie. Et ce n'est pas tout. Certains rapports mentionnent des phénomènes étranges, des bruits inexplicables, des zones où les appareils électroniques cessent de fonctionner, des témoignages de personnes ayant l'impression d'être observées. » Claire écoutait, une ride de concentration se formant entre ses sourcils. Elle connaissait les catacombes mieux que quiconque, mais ces informations étaient nouvelles. « As-tu des détails précis ? » demanda-t-elle. « Quelques rapports de police, des coupures de journaux. Rien de vraiment concluant individuellement, mais mis bout à bout. Tu veux dire qu'il y a un schéma ? » Un silence suivit. Claire pouvait presque entendre Émilie réfléchir de l'autre côté du téléphone. « Je le crois, Claire. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons percer ce mystère. » La conversation dura encore près d'une heure. Claire prit des notes frénétiquement, posant des questions précises, recoupant les informations avec ses propres recherches. Chaque nouveau détail semblait ajouter une couche de complexité à l'énigme des catacombes. Quand elle raccrocha, la nuit était tombée définitivement sur Paris. Les lumières des réverbères projetaient des ombres dansantes sur les murs de son appartement. Claire se leva, alla à la fenêtre et regarda la ville endormie. Les catacombes s'étendaient sous ses pieds, un réseau souterrain de plus de 300 km, un monde parallèle peuplé d'histoires, de mystères et peut-être de secrets encore inimaginables. Demain, tout changerait. Elle le savait. Traces invisibles. L'aube pointait à peine sur Paris lorsque Marc Dubois stationna sa vieille Citroën grise devant l'Institut d'archéologie historique. Le bâtiment historique, situé près du quartier latin, semblait dormir encore, ses pierres grises à peine éclairées par les premiers rayons du soleil. Marc, 40 ans tout juste, était l'archéologue le plus respecté et le plus controversé de son département. Grand et mince, avec des cheveux poivre et sel soigneusement coiffés en arrière, il dégageait une autorité naturelle. Ses yeux bleus, d'un bleu glacial presque métallique,
reflétait une intelligence aiguë et un scepticisme permanent. Ce matin-là, quelque chose était différent. Dans son sac de cuir usé, des équipements inhabituels s'entassaient, des détecteurs de champs magnétiques dernier cri, des caméras thermiques ultrasensibles, des appareils de mesure électromagnétique. Des instruments que ses collègues considéreraient comme du matériel de chasseur de fantômes plutôt que d'authentiques outils scientifiques. Mais Marc Dubois n'était pas du genre à se soucier de l'opinion de ses pairs. Sa réputation de scientifique brillant et intransigeant lui permettait de défier les conventions académiques. Le téléphone vibra. Un message de Claire Lambert. Rendez-vous à 10 h à l'entrée des catacombes. Apportez tout votre équipement. Émilie nous rejoindra sur place. Marc esquissa un léger sourire. Claire était l'une des rares personnes qu'il respectait réellement dans le monde académique. Une historienne dont la rigueur intellectuelle égalait son propre scepticisme. Les rues de Paris s'éveillaient lentement. Les boulangers sortaient leur première fournée, les cafés commençaient à servir les premiers expressos. Marc traversa la ville, observant ce ballet matinal avec une distance professionnelle. À 9h45, il se gara près de l'entrée officielle des catacombes, dans le 14e arrondissement. Un bâtiment austère, presque banal, qui cachait l'un des plus grands ossuaires souterrains du monde. Claire était déjà là, ses cheveux châtains légèrement décoiffés par la brise matinale. Elle portait une veste kaki avec plusieurs poches, typique des chercheurs de terrain. « Tu as apporté ton cirque de high-tech » lança-t-elle avec un sourire narquois. « Chaque instrument a une utilité scientifique précise », répondit Marc sur un ton de défi. Émilie Rousseau les rejoignit quelques minutes plus tard. Plus jeune, dynamique, avec un regard de prédatrice à l'affût d'un scoop. Son appareil photo professionnel pendait à son cou, ses carnets de notes dans un sac en bandoulière. Prêt à percer le mystère, demanda-t-elle, l'excitation transparaissant dans sa voix. L'entrée des catacombes semblait les attendre, sombre et imposante. Un gardien les accueillit, vérifiant leurs autorisations spéciales. Seuls les chercheurs et les guides officiels avaient un tel accès. Restés sur les chemins balisés, les prévinrent. Les tunnels sont labyrinthiques et dangereux. Marc vérifia son équipement, lampe torche et puissante, détecteur, GPS spécialisé pour les environnements souterrains. Claire avait ses propres instruments, un ancien carnet de notes, des documents historiques soigneusement plastifiés, et une boussole de précision. Les premières marches descendaient dans l'obscurité. L'air devint immédiatement plus humide, plus froid. Les murs étaient tapissés d'ossements, des millions de crânes et de tibias disposés avec une géométrie presque mathématique. 6 millions de Parisiens reposent ici, murmura Claire. Chaque os raconte une histoire. Marc balayait l'environnement avec ses détecteurs. Les premières lectures commencèrent à apparaître, des variations électromagnétiques étranges, des pics inexplicables. Regarde ça, dit-il en montrant un graphique sur son écran. Émilie photographiait, posant des questions techniques, cherchant le moindre détail qui pourrait faire une histoire. Soudain, un bruit sourd résonna dans les tunnels. Un son qui n'était ni un écho naturel, ni le simple mouvement des pierres. Quelque chose bougeait dans l'obscurité. Le secret révélé. L'obscurité des catacombes semblait respirer autour d'eux, vivante et oppressante. Le faisceau tremblotant des lampes torchées révélait progressivement les détails d'un tunnel latéral, à peine exploré depuis des décennies. Les murs de pierre suintaient l'humidité, et l'air était chargé d'une odeur de terre ancienne et de calcaire. Marc fut le premier à réagir au bruit étrange qui avait interrompu leur progression. Ses doigts agrippèrent instinctivement son détecteur électromagnétique, ses yeux balayant méthodiquement l'environnement souterrain. « Restez groupés », murmura-t-il, sa voix à peine audible. Émilie, le journaliste en elle prenant le dessus de toute prudence, avait déjà sorti son appareil photo. Les déclics discrets trahissaient son excitation professionnelle. Chaque ombre, chaque recoin pouvait receler un scoop. Claire, quant à elle, semblait absorbée par une inscription presque invisible sur la paroi rocheuse. Ses doigts effleuraient délicatement les symboles gravés, comme une archéologue déchiffrant un ancien mystère. « C'est fascinant », murmura-t-elle, attirant l'attention de ses compagnons. Marc s'approcha, son scepticisme naturel tempéré par une curiosité professionnelle. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Claire sortit une loupe de son sac, l'ajustant précisément sur les symboles. « Un code de substitution », expliqua-t-elle. Probablement datant du début du XIXe siècle. Les symboles ne ressemblent à aucun alphabet connu. Émilie s'approcha, sa lampe torche éclairant précisément la zone. On dirait un mélange entre des hiéroglyphes et des symboles mathématiques.
Marc passa son détecteur près de l'inscription. Les aiguilles commencèrent à devenir folles, oscillant de manière totalement erratique. C'est impossible, souffla-t-il. Ces variations électromagnétiques ne correspondent à rien de scientifiquement explicable. Claire commença à noter méticuleusement chaque symbole dans son carnet. Ses doigts bougeaient rapidement, traçant chaque ligne avec une précision chirurgicale. Le tunnel semblait se rétrécir autour d'eux. L'humidité devenait plus intense, presque palpable. Les ombres dansaient sur les murs tapissés de crânes, créant des illusions optiques troublantes. Un nouveau bruit résonna. Cette fois, c'était différent. Moins un son qu'un murmure, une vibration à peine perceptible qui semblait provenir des murs eux-mêmes. Émilie fut la première à le remarquer. « Vous entendez ça ?» Marc balaya l'argument. Le son se propage étrangement dans ces tunnels. C'est un effet acoustique normal. Mais même lui ne semblait pas totalement convaincu. Claire continuait son déchiffrage. Des fragments de phrases commençaient à prendre forme. Un groupe secret, une expédition, quelque chose de caché profondément sous Paris. Soudain, ses yeux s'illuminèrent d'une compréhension soudaine. « Ce n'est pas seulement un code, dit-elle. C'est un journal de bord. Un récit détaillé d'une expédition secrète menée au cœur même des catacombes. » Marc haussa un sourcil. « Un journal de bord ? Sur un mur des catacombes ?» Émilie commença à prendre des photos, capturant chaque détail. Le bruit se répéta, plus proche cette fois. Un son entre le glissement et le frottement, comme si quelque chose ou quelqu'un bougeait dans les tunnels adjacents. « Il y a quelque chose ici, » murmura Claire. « Quelque chose qui dépasse notre simple compréhension historique. » Marc vérifia ses instruments. Les lectures devenaient de plus en plus étranges. Des pics de radiation inexplicables, des variations magnétiques qui défiaient toute logique scientifique. « Nous devrions continuer, » proposa Émilie, son instinct de journaliste en éveil. Un long tunnel s'ouvrait devant eux, plongé dans une obscurité totale. Les ossements semblaient les observer, silencieux témoins d'un mystère plusieurs fois sanguinaire. Claire rangea soigneusement ses notes. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant une émotion qu'elle essayait de dissimuler. « Allons-y, » dit-elle simplement. Et ils s'enfoncèrent plus profondément dans les entrailles souterraines de Paris, ignorant ce qui les attendait. Tension souterraine. L'instant où Marc braqua sa lampe torche vers la source du bruit sembla se dilater, devenir une éternité suspendue entre l'anticipation et la terreur. Le faisceau lumineux tremblotait légèrement, trahissant l'imperceptible tremblement de sa main, normalement si assurée. Le tunnel latéral s'ouvrait comme une blessure dans la roche, une cicatrice sombre qui semblait aspirer toute lumière. Les murs de calcaire, couverts d'ossements ancestraux, paraissaient observer leur progression avec une attention presque vivante. Chaque pas résonnait différemment, comme si les catacombes elles-mêmes respiraient, anticipaient leur découverte. L'impulsion de la curiosité. Émilie, fidèle à sa nature de journaliste d'investigation, ne pouvait pas contenir son instinct. Avant même que Marc ait terminé sa mise en garde, elle avait déjà posé un pied en avant. Sa respiration s'était accélérée, ce mélange d'adrénaline et de fascination qui caractérisait ses meilleures enquêtes. « Émilie, arrête » murmura Marc, sa voix entre le commandement professionnel et l'inquiétude sincère. Mais elle était déjà en mouvement, ses yeux brillants captant chaque détail, son appareil photo prêt à immortaliser le moindre indice. Son blouson noir se fondait presque dans l'obscurité, ne laissant apparaître que son visage concentré, ses traits tendus par l'excitation de la découverte imminente. La concentration de Claire. Pendant ce temps, Claire continuait son travail méticuleux de déchiffrement. Ses doigts délicats effleuraient les symboles gravés sur la pierre, traçant chaque ligne avec une précision chirurgicale. Les fragments de code commençaient à prendre sens, révélant des bribes d'une histoire enfouie depuis des générations. Un groupe secret, murmurait-elle pour elle-même, une expédition mystérieuse, quelque chose de caché profondément sous Paris. Chaque mot décodé semblait faire vibrer l'air autour d'eux, comme si ces révélations millénaires cherchaient à se libérer après des décennies de silence. La progression dangereuse. Le bruit persistait, plus proche cette fois. Un son hybride, entre le glissement d'une matière visqueuse et le frottement de quelque chose d'organique contre la pierre. Ce n'était ni un écho naturel, ni le mouvement habituel des tunnels. Marc sortit son détecteur de champs magnétiques, l'appareil émettant un bourdonnement électronique qui semblait en désaccord avec l'ancienneté environnante. Les lectures devenaient erratiques, les aiguilles dansant de manière imprévisible, comme si l'espace lui-même se déformait autour d'eux.
Instrument et intuition. Les relevés sont impossibles, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour ses compagnons. Son scepticisme scientifique était mis à rude épreuve. Chaque mesure contredisait les lois physiques qu'il connaissait, chaque lecture semblait défier la logique cartésienne. Émilie, toujours en avant, commençait à filmer avec son appareil. Ses gestes étaient précis, professionnels, mais une légère transpiration sur son front trahissait sa tension intérieure. L'énigme se resserre. Le tunnel semblait se rétrécir à mesure qu'il progressait. Les parois couvertes de crânes et d'ossements les observaient, témoins silencieux d'une histoire qui cherchait à être révélée. Claire continuait de murmurer des fragments de code, sa voix douce mais déterminée résonnant étrangement dans l'espace confiné. Société secrète, expérience interdite, lieu caché au cœur des catacombes. Un bruit inexplicable. Le son qui les avait initialement alertés revenait par intermittence. Tantôt proche, tantôt lointain, il défiait toute localisation précise. Un bruissement, un glissement, un frottement qui semblait provenir de nulle part et de partout à la fois. Marc braqua à nouveau sa lampe, ses mouvements plus nerveux cette fois. Son attitude scientifique commençait à céder la place à une inquiétude primitive, ce sentiment ancestral de danger qui transcende la rationalité. La tension monte. L'air était devenu plus dense, plus difficile à respirer. Une humidité épaisse semblait les envelopper, chargée d'histoires non dites, de secrets millénaires. Émilie s'approcha d'un mur latéral, remarquant des inscriptions à peine visibles. Sa main effleura la pierre, sentant les légères aspérités, les traces d'une main humaine datant de siècles. « Il y a quelque chose ici », murmura-t-elle. « Quelque chose que personne n'a vu depuis très longtemps. Présence invisible. » Le bruit recommença, plus proche. Cette fois, il semblait presque intentionnel. Comme si une présence invisible les observait, testant leurs réactions, jaugeant leur intrusion dans ce monde souterrain. Marc vérifia ses instruments. Les lectures magnétiques devenaient folles, les aiguilles tournant sans logique apparente. « Ce n'est pas normal », répéta-t-il, sa voix trahissant une once d'inquiétude qu'il s'efforçait de dissimuler. Le moment critique. Un moment de silence absolu suivit. Un silence si profond qu'il semblait porter en lui le poids de l'histoire, la masse des secrets accumulés sous Paris. Puis, soudainement, le bruit revint. Plus proche. Plus distinct. Et cette fois, il était indubitablement vivant. La descente. Les tunnels des catacombes semblaient se transformer autour d'eux, chaque pas révélant une géographie souterraine plus complexe et plus énigmatique. Marc marchait en tête, ses instruments scientifiques émettant un bourdonnement électronique qui résonnait étrangement contre les parois de calcaire. Les capteurs magnétiques de Marc devenaient de plus en plus erratiques. Les aiguilles dansaient une valse désordonnée, oscillant entre des lectures normales et des pics inexplicables. Son visage habituellement impassible commençait à trahir une légère tension, un froncement de sourcils qui n'échappa pas à Claire. « Marc, murmura-t-elle, quelque chose ne va pas avec vos instruments ?» L'archéologue serra les dents. Son scepticisme scientifique était mis à rude épreuve. « Les lectures sont inhabituelles », admit-il enfin. « Les champs magnétiques ici sont complètement instables. Ce n'est pas normal. » Émilie, toujours le regard rivé sur son objectif, capturait chaque détail. Sa caméra numérique cliquetait doucement, immortalisant leur progression dans ses entrailles de Paris. Chaque image était une archive potentielle, un fragment d'histoire en train de s'écrire. Les murmures de la pierre. L'air était devenu plus oppressant, plus dense. Ce n'était plus seulement une question d'humidité ou de profondeur souterraine. Il y avait quelque chose de plus subtil, une présence presque tactile qui semblait les envelopper. Des sons étranges filtraient maintenant des murs. Des crissements à peine perceptibles, des froissements qui n'auraient pas dû exister dans un environnement géologique stable. Claire sentait ses cheveux se hérisser sur sa nuque. « Vous entendez ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Marc acquiesça, ses instruments désormais complètement affolés. Les écrans clignotaient, les aiguilles tournaient en rond comme possédées. L'inexplicable. Un premier incident se produisit sans prévenir. Une section du tunnel sembla littéralement se déformer devant eux. Les pierres ancestrales ondulèrent comme une surface liquide, une impossible vague de calcaire qui dura à peine une fraction de seconde. Émilie avait-elle capturé ce moment ? Sa caméra était-elle suffisamment rapide pour enregistrer cette aberration physique ? Marc s'arrêta net. « Ce n'est pas possible », répéta-t-il, mais sans conviction cette fois. Les parois autour d'eux semblaient respirer,
vibraient d'une énergie souterraine qu'aucune science connue ne pouvait expliquer. Les traces anciennes. Claire continua de déchiffrer les fragments du code trouvés précédemment. Chaque nouveau mot révélait des couches de mystère, des secrets enfouis depuis des générations. Des mentions fragmentaires parlaient d'expériences menées par cette société secrète. Des recherches sur les limites de la perception, sur les frontières entre la réalité physique et les états de conscience. Il cherchait à comprendre quelque chose de fondamental, murmura-t-elle. Quelque chose qui dépasse notre compréhension habituelle de l'espace et du temps. La progression périlleuse. Leurs lampes commencèrent à vaciller étrangement. La lumière ne semblait plus obéir aux lois optiques habituelles, s'étirant et se contractant de manière irrationnelle. Marc vérifia les batteries. Tout était normal. Pourtant, la luminosité devenait capricieuse, créant des ombres qui semblaient bouger indépendamment de toute source lumineuse. Émilie continuait de filmer, son instinct de journaliste surpassant sa peur. Quoi que nous découvrions, dit-elle, le monde doit le savoir. Les échos du passé. Des fragments de sons anciens commencèrent à filtrer. Des bribes de conversation, des murmures dans une langue à peine reconnaissable. Des voix qui semblaient provenir de nulle part et de partout à la fois. Claire reconnut des mots. Des bribes en latin scientifique, des termes philosophiques du siècle des Lumières. Comme si les murs conservaient les échos de conversations tenues il y a des siècles. Ils communiquaient, expliqua-t-elle, par des codes et des systèmes de communication hautement élaborés. Le seuil de l'inexpliqué. Un passage se révéla devant eux. Un couloir latéral qui n'apparaissait sur aucune carte, aucun plan connu des catacombes. Marc hésita. Son instrumentation était devenue complètement folle, les aiguilles tournant en rond, les écrans affichant des données incohérentes. Nous ne devrions pas, dit-il. Mais la curiosité était plus forte que la prudence. La décision. Claire posa sa main sur l'épaule de Marc. Nous sommes venus trop loin pour renoncer maintenant. Émilie acquiesça, sa caméra prête. Ensemble, ils franchirent ce seuil invisible, pénétrant dans un espace qui semblait défier toutes les lois de la géométrie souterraine. Le mystère des catacombes les appelait. Et ils étaient prêts à répondre. La révélation première. Le mécanisme ancien grinça avec une sonorité métallique qui semblait avoir traversé les siècles. La porte dissimulée dans la paroi rocheuse s'entr'ouvrit lentement, libérant un souffle d'air qui portait en lui les fragments d'une histoire oubliée. Marc Dubois, malgré son scepticisme scientifique, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ses doigts effleurèrent machinalement les instruments de mesure accrochés à sa ceinture, comme pour se rassurer de leur présence rationnelle face à l'inexplicable. C'est impossible, répéta-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Claire Lambert s'approcha, ses mains tremblantes tenant les documents déchiffrés. Chaque syllabe du code avait révélé des fragments d'un récit plus grand que nature, une société secrète opérant aux confins de la science et de la philosophie, nichée au cœur même des catacombes parisiennes. Émilie Rousseau, l'œil toujours aux aguets, capturait chaque détail avec sa caméra. Son instinct de journaliste d'investigation était en ébullition. Ce n'était plus seulement une histoire, c'était la découverte du siècle. Les secrets enterrés. La porte s'ouvrit complètement, révélant un espace qui semblait avoir été préservé par je ne sais quel miracle. Un laboratoire souterrain, vestige d'une époque où la science côtoyait l'alchimie, où les frontières entre réalité et mystère étaient encore floues. Des étagères couvertes de poussière supportaient des instruments étranges, des appareils de cuivre et de verre dont la fonction n'était pas immédiatement identifiable, des manuscrits jaunis par le temps, des bocaux contenant des liquides dont la couleur avait muté au fil des décennies. Un sanctuaire du savoir, murmura Claire, ses doigts effleurant délicatement un vieux registre. Un endroit où des esprits brillants ont tenté de repousser les limites de la connaissance humaine. L'héritage scientifique. Les notes manuscrites, miraculeusement préservées, parlaient d'expériences qui auraient fait frémir les académies scientifiques de l'époque. Des recherches sur la conscience, sur les frontières entre la réalité physique et les états mentaux. Marc examina les instruments avec une précision chirurgicale. Ces dispositifs, expliqua-t-il, semblent être des précurseurs de nos technologies modernes de neuroimagerie. Mais ils sont bien plus complexes, bien plus audacieux. Des schémas complexes couvraient les murs. Des diagrammes qui mêlaient des symboles mathématiques à des représentations presque mystiques de la pensée humaine. Les expériences interdites. Un journal personnel attira l'attention d'Émilie. Les pages, fragiles comme des feuilles d'automne, racontaient des expériences qui frôlaient l'hérésie scientifique.
Des tentatives de comprendre la conscience comme une entité manipulable, de la projeter au-delà des limites physiques du cerveau. Des protocoles qui mélangeaient des observations neurologiques à des pratiques qui ressemblaient à s'y méprendre à des rituels ésotériques. Il cherchait à comprendre, expliqua Claire, déchiffrant les notes, ce que nous considérons aujourd'hui comme le domaine de la philosophie ou de la métaphysique. Le contexte historique. L'époque était cruciale, la fin du XVIIIe siècle, période de bouleversement scientifique et philosophique. La Révolution française avait ouvert des espaces de liberté intellectuelle jusque-là impensables. Ces scientifiques travaillaient dans l'ombre, loin des regards officiels, poursuivant des recherches qui auraient pu être considérées comme de la folie pure par leurs contemporains. Des noms émergèrent des documents, des philosophes des Lumières, des scientifiques marginaux, des penseurs qui avaient compris que la réalité était bien plus complexe que ce que les cadres académiques de l'époque voulaient bien admettre. Les disparitions expliquées. Peu à peu, le mystère des disparitions inexpliquées dans les catacombes commençait à prendre sens. Ce n'étaient pas des accidents, mais les conséquences potentielles de ces expériences aux frontières de la réalité. Chaque personne disparue, analysa Émilie, était probablement un sujet, volontaire ou non, de ces recherches. Marc hochait la tête, ses certitudes scientifiques battues en brèche par l'évidence des documents. La technologie de l'impossible. Certains appareils semblaient défier toute logique technique. Des machines capables de mesurer des états de conscience qui n'auraient dû être que pure théorie. Un dispositif en particulier attira l'attention de Claire, une sorte d'interface entre un appareil de mesure complexe et ce qui ressemblait à un réceptacle capable de contenir, quoi ? Une essence de pensée ? Une projection de conscience ? Le moment de vérité. Marc s'approcha d'un grand tableau couvert de formules et de diagrammes. Ce que nous voyons ici, dit-il lentement, remettrait en question des décennies de recherche sur la nature de la conscience. Émilie continuait de filmer, consciente que chaque image était un trésor historique. Claire lisait et relisait les documents, assemblant les pièces d'un puzzle qui changerait à jamais la compréhension de l'histoire scientifique. La confrontation des réalités. Ce qu'il découvrait dépassait largement le cadre d'une simple recherche historique. C'était la révélation que l'humanité avait, peut-être, effleuré des vérités sur la nature de la réalité bien avant ce que l'on pensait possible. Les murmures semblaient maintenant plus distincts, comme si les murs eux-mêmes voulaient raconter leur histoire. Le secret des catacombes n'était plus seulement un mystère. C'était une fenêtre ouverte sur une réalité bien plus complexe que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. L'exploration du sanctuaire. Le complexe secret s'étendait devant eux comme une cathédrale du savoir oublié. Chaque recoin, chaque étagère, chaque instrument semblait pulse d'une vie mystérieuse, comme si les fantômes des anciens scientifiques continuaient de hanter ces lieux. Claire Lambert avançait avec une précaution presque révérencieuse. Ses doigts effleuraient délicatement les registres anciens, ses yeux dévorant chaque ligne, chaque annotation marginale qui pourrait révéler un fragment supplémentaire du grand mystère. « C'est plus qu'un simple laboratoire », murmura-t-elle. « C'est un temple dédié à la connaissance interdite. » Les dispositifs énigmatiques. Les dispositifs scientifiques étaient d'une complexité qui défiait l'entendement. Des machines en cuivre et en verre s'entremêlaient à des mécanismes dont la fonction n'était pas immédiatement compréhensible. Certains ressemblaient à des télescopes sophistiqués, d'autres à des interfaces neurologiques avant-gardistes. Marc Dubois examinait chaque appareil avec une concentration chirurgicale. Son scepticisme initial s'était transformé en une fascination scientifique pure. Ces instruments, expliqua-t-il, sont des générations en avance sur leur temps. Regardez ce mécanisme de mesure, il intégrerait des concepts que nous n'avons compris que récemment en neurosciences. Les expériences sur la conscience. Un grand tableau noir couvert de diagrammes attira l'attention d'Émilie. Des schémas complexes représentaient ce qui semblait être des cartographies de la conscience humaine, avec des connexions entre des espaces mentaux qui n'auraient dû exister que dans les théories les plus avant-gardistes. Des notes marginales parlaient d'expériences troublantes, des tentatives de projeter la conscience hors du corps physique, des protocoles d'exploration des états altérés de perception. Il cherchait à comprendre, expliqua Claire, déchiffrant les notes, les limites réelles de la perception humaine. Un monde entre les mondes. Un dispositif central attira particulièrement l'attention. Une sorte d'interface complexe, composée de cristaux, de circuits de cuivre et de mécanismes dont la fonction restait obscure. Des fils très fins semblaient converger vers un réceptacle central, comme s'il était conçu pour capturer quelque chose d'aussi insaisissable que la pensée elle-même. Marc fit une observation cruciale, ce dispositif n'est pas simplement un instrument de mesure. C'est une machine capable de
quelque chose de bien plus complexe. Les archives secrètes. Dans un coin du laboratoire, une bibliothèque miniature révéla des trésors documentaires. Des manuscrits en plusieurs langues, certains en latin, d'autres en français ancien, quelques-uns dans des langues à peine déchiffrables. Des journaux personnels racontaient des expériences qui frôlaient l'hérésie scientifique. Des récits de scientifiques ayant tenté de repousser les frontières de la compréhension humaine, quitte à briser tous les protocoles académiques existants. Les disparitions expliquées. Peu à peu, le mystère des disparitions dans les catacombes prenait forme. Ce n'étaient pas des accidents, mais les conséquences potentielles de recherche aux limites de l'acceptable. Emily, son instinct de journaliste en ébullition, documentait chaque découverte. Chaque personne disparue, murmura-t-elle, était probablement un participant involontaire ou volontaire à ces expériences. La philosophie derrière la science. Les notes révélaient une philosophie profonde. Ces scientifiques ne cherchaient pas simplement à mesurer ou à classifier. Ils voulaient comprendre la nature même de la réalité, les mécanismes cachés de la perception humaine. Des références à des philosophes des Lumières côtoyaient des observations qui ressemblaient à des pratiques ésotériques. La frontière entre science rationnelle et exploration mystique semblait parfaitement floue. Un moment de suspension. Soudain, un silence particulier s'installa. Comme si le laboratoire lui-même retenait son souffle. Mark vérifia ses instruments. Les lectures magnétiques devenaient étranges, oscillant entre des valeurs normales et des pics inexplicables. Claire continuait de déchiffrer les documents, chaque nouveau fragment révélant une couche supplémentaire de mystère. La révélation imminente. Ce qu'il découvrait dépassait largement le cadre d'une simple recherche historique. C'était la possibilité que l'humanité ait, bien avant ce que l'on pensait possible, effleuré des vérités fondamentales sur la nature de la réalité. Les murmures semblaient maintenant plus distincts, comme si les murs eux-mêmes voulaient raconter leur histoire. Le secret des catacombes n'était plus seulement un mystère. C'était une fenêtre grande ouverte sur une réalité bien plus complexe que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Le moment de basculement. Un mécanisme ancien s'activa soudain. Un son métallique, à peine perceptible, résonna dans le laboratoire. Les trois explorateurs se regardèrent, conscients que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Le cœur du mystère battait maintenant à leur portée. Le moment de vérité. Le laboratoire souterrain sembla vibrer d'une énergie nouvelle, comme si les découvertes accumulées pendant des siècles attendaient ce moment précis pour se manifester. Claire Lambert, Marc Dubois et Émilie Rousseau se tenaient au centre de ce sanctuaire du savoir, conscients que leur monde allait irrémédiablement changer. Le mécanisme ancien qui s'était activé continuait de produire un bourdonnement électrique subtil. Les instruments de Marc oscillaient entre des lectures rationnelles et des mesures qui défient toute logique scientifique connue. « Nous sommes à un tournant », murmura Claire, ses doigts effleurant délicatement les documents historiques. « Ce que nous découvrons ici va bouleverser notre compréhension de l'histoire, de la science, peut-être même de la réalité elle-même. » Les fragments d'une histoire oubliée. Les documents déchiffrés révélaient une histoire bien plus complexe que de simples disparitions inexpliquées. La société secrète cachée dans les profondeurs des catacombes de Paris était bien plus qu'un groupe de scientifiques marginaux. C'était une communauté de penseurs révolutionnaires, opérant à la frontière entre la science rationnelle et l'exploration des mystères de la conscience humaine. Des philosophes des Lumières, des scientifiques audacieux, des penseurs qui avaient compris que la réalité était infiniment plus complexe que ce que les cadres académiques de l'époque voulaient bien admettre. La nature des expériences. Les protocoles de recherche étaient à la fois fascinants et terrifiants. Des expériences sur la projection de la conscience, sur les états altérés de perception, sur la possibilité de transcender les limites physiques du corps et de l'esprit. Marc examina un dispositif central, une machine dont la complexité surpassait tout ce qu'il avait pu voir dans sa carrière d'archéologue. Ce n'est pas simplement un instrument de mesure, expliqua-t-il, c'est une machine capable de capturer et potentiellement de manipuler des états de conscience. Les conséquences humaines. Les disparitions inexpliquées prenaient maintenant un sens nouveau. Ce n'étaient pas des accidents, mais les résultats directs de ses recherches aux frontières de l'acceptable. Émilie, son instinct de journaliste en alerte, documentait chaque découverte. Chaque personne disparue, murmura-t-elle, était probablement un participant volontaire ou involontaire à ces expériences révolutionnaires. Un savoir interdit. Les notes manuscrites révélaient une philosophie profonde. Ces scientifiques ne cherchaient pas simplement à mesurer ou à classifier. Ils voulaient comprendre les mécanismes fondamentaux de la perception, les ressorts cachés de la réalité.
Des références à des philosophes comme Diderot et Condorcet côtoyaient des observations qui frôlaient l'ésotérisme. La frontière entre science rationnelle et exploration mystique était parfaitement floue. Le paradoxe scientifique. Claire déchiffrait les dernières pages d'un journal personnel. Les mots parlaient d'une quête existentielle, comprendre si la conscience était vraiment limitée à l'expérience physique, ou si elle pouvait exister au-delà des barrières corporelles. Il cherchait, expliqua-t-elle à ses compagnons, à prouver que notre perception de la réalité n'est qu'une infime partie de ce qui existe réellement. L'activation du dispositif. Soudain, le mécanisme central du laboratoire s'illumina. Des séquences lumineuses complexes commencèrent à circuler à travers les circuits de cuivre et de cristal. Marc vérifia frénétiquement ses instruments. Les lectures sont inexplicables, dit-il, sa voix trahissant un mélange de fascination scientifique et d'inquiétude profonde. Les frontières de la réalité. Un phénomène étrange commença à se produire. L'espace autour d'eux sembla se déformer légèrement, comme si la réalité elle-même devenait malléable. Des sons étranges, à peine perceptibles, commencèrent à filtrer des murs. Des murmures qui semblaient provenir de nulle part et de partout à la fois. La décision cruciale. Les trois explorateurs se regardèrent, conscients qu'ils se tenaient à un moment décisif. Révéler au monde ces découvertes signifierait bouleverser des siècles de compréhension scientifique. Nous ne pouvons pas garder ça secret, affirma Émilie. Le monde a le droit de savoir. Marc acquiesça, ses certitudes scientifiques ayant volé en éclats face à l'évidence de leur découverte. L'héritage du savoir. Claire comprit que leur découverte dépassait le cadre d'une simple recherche historique. C'était la possibilité que l'humanité ait, bien avant ce que l'on pensait possible, effleuré des vérités fondamentales sur la nature de la réalité. Les murmures des murs semblaient maintenant plus distincts, comme si les catacombes elles-mêmes voulaient raconter leur histoire. La révélation finale. Le secret des catacombes n'était plus seulement un mystère. C'était une fenêtre grande ouverte sur une réalité bien plus complexe que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Un dernier mécanisme s'activa, libérant ce qui ressemblait à un flux d'informations, une dernière confidence des scientifiques perdus dans les profondeurs du temps. Conclusion. Claire, Marc et Émilie se tenaient au centre de ce sanctuaire du savoir, conscients que leur vie ne serait plus jamais la même. Le mystère des catacombes était résolu. Mais de nouvelles questions venaient de s'ouvrir, infinies et vertigineuses. Fin.